maintenant écouter le professeur Lorne pour cette thématique du monitorage non invasif du débit cardiaque, cette fois-ci avec la photoplétismographie. Merci Marco. Donc je vais vous présenter un peu les enjeux de ces devices en fait, qui permettent de mesurer le débit cardiaque avec un appareil de mesure qui fonctionne par photoplétismographie. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, on l'a déjà dit. Le principe de fonctionnement, je vais vous l'expliquer un petit peu différemment que Alexandre. C'est exactement la même chose, hein, on parle des mêmes devices. Donc, je vais essayer de trouver ma flèche. Ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez en fait un manchon de pression autour d'un doigt avec une source de lumière et un récepteur de lumière. Et on envoie un signal. Non, ça ne fonctionne pas. On envoie un signal en fait sur les artères du doigt et on va du coup pouvoir mesurer le diamètre de ces artères. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une boucle qui mesure la taille de l'artère et qui va envoyer un signal au manchon de pression. Et en fait, la boucle va permettre de garder constamment le diamètre des artères à la même taille par une compensation de pression. Donc en fait, dans votre manchon de pression, je ne sais pas si ça veut toujours pas marcher. Et donc, du coup, vous allez avoir une courbe d'artère qui va être reconstruite en gardant ouais, c'est le bazar, mais c'est pas grave, c'est le direct. Donc j'en étais que simplement on compense la pression dans le manchon de manière à garder le diamètre des artères pour qu'ils restent constants. Et du coup, on peut reconstruire cette courbe de pression artérielle. Pour en déduire le volume d'éjection, c'est rien de plus que du pulse contour en fait. Hein. Donc on va prendre l'air sous la courbe de la partie systolique de la courbe et on va en déduire par un algorithme mathématique le volume d'éjection. Alors, pour aborder la suite, on va voir un petit peu, on va voir 3 méta-analyses. 2 sur la validité de mesure du volume d'éjection et 1 sur son utilité clinique. Ça ne veut pas marcher, vous pouvez pas faire passer la slide suivante s'il vous plaît. Non, ça ne marche pas, si c'est bon. Donc là, la première étude sur la validité de mesure. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est une méta-analyse qui a été conduite par Alexandre, qui est ici présent. Et ce qu'on peut remarquer dans cette méta-analyse, c'est qu'on a des bornes d'agrément, c'est le 2,32 et 1,32, vous avez ici, en bas dans le cercle rouge, qui sont des bornes d'agrément, des limites d'agrément qui sont très très larges, ce qui fait que en fait, vous avez une variation de mesure qui est très très élevée. Et dans cette étude, on a pu montrer que le pourcentage d'erreur était de 47%, bien au-delà des 30%. Et donc, on peut dire que le device n'est pas interchangeable avec la thermodilution. Une deuxième méta-analyse que l'on a réalisée avec Marc-Olivier Fischer et Alexandre et Olivier, montrait sensiblement la même chose. Donc, on a incorporé un petit peu plus d'études, des études un peu plus récentes que dans la méta-analyse d'Alexandre. Et on a démontré qu'il y avait une interchangeabilité avec la thermodilution qui restait très faible, autour de 37% des mesures, donc sur un gros panel de mesures, puisqu'on avait 1300 mesures. Et donc, c'est tout à fait c'est peu satisfaisant. Alors, qu'en est-il de la mesure des changements de débit cardiaque, parce que c'est finalement ça qui nous intéresse le plus dans les algorithmes de traitement? Eh bien, ça ne veut pas passer. Ces variations de débit n'étaient pas interchangeables. Les variations que vous avez sur la partie gauche
en A, vous avez le débit cardiaque mesuré par thermodilution versus les variations mesurées par photoplétismographie. Et ce que vous pouvez voir, c'est que tous les points rouges sont des points qui sont non interchangeables, hein, qui sont un peu dangereux pour la pratique clinique. Et puis, dans la zone, les points verts et les points orange, disons qu'on pourrait à peu près les utiliser. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait plus de 50% des variations qui étaient non interchangeables et avec un gros risque de se tromper quand on utilisait l'appareil. Donc finalement, ça ne marche pas bien sur les valeurs absolues, puis ça ne marche pas bien sur les variations de débit cardiaque. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est la question que s'est posée Marc-Olivier Fischer sur une troisième méta-analyse qui s'est intéressée à l'utilisation de la mesure du débit cardiaque, des algorithmes de mesure du débit cardiaque par photoplétismographie, et qui a regardé en fait les complications post-opératoires quand on utilisait un algorithme de photoplétismographie avec des boucles sur la maximalisation du débit cardiaque via le volume d'éjection. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y avait pas de bénéfice clinique à l'utilisation, malgré le fait qu'on se soit basé sur le volume d'éjection versus la pression artérielle. Une dernière slide pour vous montrer un petit peu la pression de vente sur ce marché. Donc en rouge, vous avez l'évolution, la prédiction des ventes en 2022 tout en haut. Et vous pouvez voir qu'il y a une croissance forte des devices pour le non-invasif ou le minimally invasif, versus en bleu, la décroissance des ventes des devices pour l'invasif. Et donc on va avoir une pression forte des firmes pour vendre ce type d'appareil, même si ça ne semble pas vraiment montrer de bénéfices cliniques. Suivante, s'il vous plaît. Donc en conclusion, c'est un monitorage non invasif, donc ça c'est très très bien. Malheureusement, il n'a pas fait la preuve de son utilité clinique. Je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel. Alors une question, est-ce qu'il existe des différences entre les différents dispositifs qui offrent le monitorage du débit cardiaque par photoplétismographie? Il y en a plusieurs donc, sur le marché comme tu l'as dit. Et est-ce qu'il existe des différences également en fonction des situations cliniques? Alors il existe des différences. J'ai une ou deux slides qu'on peut mettre derrière ma présentation. Donc une différence entre Synapse et ClearSight. Donc ça on avait regardé dans notre étude sur notre méta-analyse et on voyait que le ClearSight avait une meilleure interchangeabilité avec la thermodilution comparativement au Synapse. Donc ça c'est le panel A. Des situations cliniques, il y a plusieurs types de situations cliniques qui peuvent influencer la validité de mesure, notamment le tonus artériel. Alors tonus artériel, il y a déjà le niveau de PAM, niveau de PAM influence en fait, quand on a une PAM basse, on a une moins bonne qualité de mesure. Et ça, c'est probablement parce que les mesures sont faites, ont été développées chez des volontaires sains au départ et pas vraiment sur des patients en état de choc. Voilà. Et puis, quand on utilise un vasopresseur, en fait, on diminue aussi la qualité de mesure, et probablement que c'est la même problématique de tonus vasculaire, c'est un peu la même chose que pour un peu la même problématique que pour les problèmes de pulse contour. Merci. Une nouvelle question. Alors j'ai envie de dire pour à la fois Emmanuel et Alexandre, concernant l'hétérogénéité de ta méta-analyse, Alexandre, qui est de l'ordre de 82%, supérieur à 82%. Est-ce que vous auriez une explication nous demande un ami poitevin. Ce qu'on avait mis en évidence, c'est que les gens dans les études ne rapportaient pas toutes les mesures qu'on avait besoin pour pouvoir effectuer les méta-analyses. Et donc, effectivement, il y a une grande hétérogénéité dans le type d'analyse récoltée, beaucoup de papiers qu'on n'a pas pu exploiter, qu'on n'a pas pu mettre dedans parce qu'il manquait des données.
d'autres études où ils nous donnaient le débit, l'index, pas le débit, etc. Donc on a probablement perdu à peu près 50% de papier qu'on aurait pu rajouter dans la méta-analyse. Et parmi ceux qu'on avait, certaines avaient des données qu'on avait besoin, d'autres pas. Et peut-être que la standardisation dans la manière de réaliser ces études est un objectif qu'il faut essayer d'appliquer pour les prochaines personnes qui voudront faire des études de méthodes de comparaison de choses. Mais pour le moment, il n'existe rien dans la littérature, en tout cas de solide, qui nous recommande de faire de telle manière ou d'une autre manière les études de comparaison de débit ou de pression par rapport à un test standard. Nous, on avait rencontré un autre problème dans notre étude, notre méta-analyse, c'est qu'on avait demandé aux auteurs l'ensemble de leurs données. Malheureusement, on n'a pas pu inclure certains papiers parce que les auteurs ne nous ont pas donné leurs données, n'ont pas voulu nous les donner. Et ça, je voudrais plaider pour le data sharing, pour que l'ensemble des données scientifiques puissent être partagées entre toute la communauté scientifique pour pouvoir refaire des études derrière un peu sérieuses. Concernant la photoplethysmographie, on a vu que la pression artérielle présentait peut-être une imprécision de mesure. C'est probablement le cas pour le débit cardiaque, mais est-ce que tu ne penserais quand même pas qu'il serait possible de réussir à maximaliser le volume d'éjection systolique, là pour le coup, de faire de la tendance avec une optimisation du volume d'éjection systolique avec cette technique? Ou est-ce que tu penses que la précision de la mesure est quand même pas suffisante, avec peut-être un effet d'amplitude qui pourrait expliquer que le dispositif ne soit pas efficace pour maximaliser efficacement le volume d'éjection systolique, et pourrait d'ailleurs expliquer les résultats négatifs des 7 études randomisées utilisant cette technologie? Alors, je vais te répondre simplement, c'est que c'est difficile de savoir si oui ou non d'une variation à une autre, on réussirait à maximaliser le débit cardiaque. Il n'y a pas vraiment eu d'études dans ce sens-là où on a étudié l'effet de 3 ou 4 remplissages successifs sur les variations. Donc, pour moi, je ne peux pas répondre à la question. Une autre manière de voir, c'est que ces études randomisées, la dernière méta-analyse que j'ai présentée sur les résultats post-opératoires en termes de complications, elles ont été faites sur un algorithme de maximalisation du débit cardiaque sur le volume d'éjection versus essentiellement, alors pas toutes les études, mais essentiellement sur l'utilisation du brassard à tension. Contre un algorithme utilisant un brassard à tension, eh bien en fait, ça n'a pas l'air de faire beaucoup mieux. Donc je ne vois pas bien le sens de l'utilisation de ce type de device, en tout cas actuellement. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et on est quand même très prisonnier, probablement, en anesthésie, des variations de tonus vasculaire qui impactent fortement la mesure de ce type de device. Merci beaucoup, Emmanuel.